Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai. Aujourd'hui, un épisode qui parlera d'un sujet important au sein des entreprises, le marketing automation. Vous avez sans doute déjà entendu ce terme qui peut sembler barbare au demeurant. Mais ne vous inquiétez pas, mon invité va tout nous expliquer puisque j'ai eu la chance de recevoir Jonathan Wurman, VP Marketing chez Actito. En plus d'avoir une personnalité haute en couleurs et bienveillante, Jonathan nous explique tout du marketing automation avec son point de vue sur l'utilisation des données dans les entreprises à des fins marketing et vente. Mais aussi, comment la route est encore longue pour démocratiser ce sujet en Europe, alors que l'automation constitue une réelle opportunité de développement business pour les organisations. On parlera de cas d'usage concrets, car je ne vous le cache pas, ce sujet est un peu ma spécialité à la base. Et j'ai profité du temps que Jonathan nous accordait sur la chaîne pour creuser certains sujets. Merci à toi Jonathan d'ailleurs pour ta franchise, une entrevue no bullshit et qui relate concrètement les apports des plateformes d'automation, mais aussi les conditions d'accès et certaines limites, car oui, ces outils ne font pas tout seuls. Que vous soyez expert ou découvrez ce sujet aujourd'hui, j'espère que vous trouverez dans cet épisode des informations utiles et applicables dans votre organisation. Aussi, avant de vous laisser, j'ouvre une petite parenthèse pour solliciter votre soutien à la chaîne et si vous souhaitez nous mettre 5 étoiles par exemple sur Apple Podcast, Spotify et partager cet épisode autour de vous. Cela veut dire beaucoup pour l'ensemble de l'équipe qui travaille sur chaque épisode chaque semaine. Je referme la parenthèse et vous laisse avec mon interview de Jonathan Wurman, VP Marketing chez Actito. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Enchanté Jonathan. Salut David, merci. Alors juste comment on prononce ton nom de famille Jonathan? C'est Wurman? Wurman? Wurman, donc c'est Wurman. Hollandais. Voilà, très bien, super. Je l'écorche pas comme ça. Et ravi de te recevoir Jonathan, ça fait un bout de temps qu'on discute un petit peu ensemble de ce sujet qu'on va développer autour de la solution Actito et de tout ce que vous faites. Est-ce que peut-être pour commencer, tu pourrais te présenter à l'auditoire pour savoir un peu qui tu es Jonathan? Ouais, bien sûr. Bon, première chose, c'est d'abord, je suis un auditeur assidu, évidemment, du podcast de Senpai, parce que sinon, je vais dire, je raterais quelque chose. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, on va inviter surtout les auditeurs à les réécouter, même d'anciens épisodes, parce que c'est intéressant et le contenu reste d'actualité pour l'avoir fait en préparation d'ici. Sinon, rapidement sur moi-même, moi, je m'appelle Jonathan. Je suis un demi-hollandais, demi-belge. Je vis en Belgique et je travaille pour une société qui s'appelle Actito depuis bientôt 12 ans, donc oui, je sais, je suis défini comme le dinosaure de la société alors que je n'ai que 38 ans, mais voilà, et du coup c'est vrai que j'ai un parcours assez sympathique vu que j'ai pu toucher du customer success, du product, du sales, et maintenant je suis dans la cellule marketing pour accompagner Actito dans sa croissance. Ok, super. Et du coup, avant Actito, qu'est-ce que tu faisais un petit peu? Alors moi, je pense que en France, c'est l'équivalent d'un bac+3, donc quelque chose d'assez simple après tes 18 ans, en sales et marketing. J'ai plutôt un background commercial à la base, mais avec toujours une appétence pour la technologie sans être un développeur. Donc ça, je pense que c'est hyper intéressant pour l'audience. Je ne code pas, et tant mieux pour nos clients, je pense. Je vais dire, mais j'ai toujours bien aimé ce que la techno permettait de faire, et c'était l'avènement des choses comme iMovie, iWeb pour ceux qui connaissent un peu l'univers Apple, où on rendait des choses très accessibles pour des non-techno. Et de là, j'ai évolué vers aujourd'hui Actito, où là, j'avais envie de faire de l'account management. Je t'avoue, de plonger plus dans l'accompagnement des clients au quotidien, dans des projets digitaux pour avoir touché un peu à tout. Et j'avoue que vu que je suis en Belgique et qu'en Belgique, on est un pays compliqué, vu qu'il faut parler le français, le néerlandais / le flamand, je vais dire, et que moi, je suis bilingue, c'était aidant pour une société comme Actito. Ok, donc tu as commencé comme Customer Success et Ouais. Account, pardon. Et après, tu as évolué au poste actuel ou comment ça s'est passé? En gros, je suis passé vraiment de ce qu'on appelle aujourd'hui un Customer Success. Actito venait de faire un pivot en 2019 où ils ont été un peu
et agence et éditeur logiciel. Et en 2009, avec la bulle qui crache, ils ont fait vraiment le pivot de se concentrer 100% éditeur logiciel. Et du coup, qui dit ça, une refonte de l'interface, refonte du back-end et tout ça. Moi, je suis un peu arrivé à ce moment-là. Donc, je suis le premier qu'ils ont engagé dans cette renouveau de croissance. Et oui, là, accompagner les 2-3 premiers clients qu'on avait. Et tu sais ce qui se passe souvent quand on accompagne les clients, on devient très vite accro à la technologie qu'on manipule tous les jours. Donc, je passais mes soirées à essayer de trouver des nouveaux cas d'usage, ce qui te fait très vite évoluer à ce moment-là vers des fonctions un peu plus commerciales, pre-sales, où j'ai pu accompagner en plus les fondateurs de la société à aller pitcher, montrer la valeur ajoutée d'avoir des outils no-code déjà pour prendre un peu les tendances d'aujourd'hui, vu qu'Actito était déjà dans cette mouvance-là en 2009-2010. De là, évoluer vers du sales, comme je te disais, puis vers du product, parce que j'ai eu la chance d'avoir un manager ici qui a dit « John, il faut que tu viennes bosser avec moi au niveau du produit pour raconter justement cette histoire que le produit avait en lui de base, d'élever l'opérateur marketing. » Moi, j'ai toujours dit, mon client principal, c'est le mec qui met les mains dans le cambouis. Alors, je sais que c'est pas lui qui signe les contrats, mais c'est vraiment à lui qu'on veut satisfaire et l'accompagner. Ouais. Et du coup, le marketeur, l'utilisateur final. Voilà, tu l'as compris. Et du coup, de produit vers marketing, parce que la boîte grandissait et que là, on se rendait compte qu'il y avait un besoin d'aligner les messages et de mettre un peu tout le monde sur la même page. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en français, on the same page, on dit en anglais. Parfait. Écoute, super. Tu l'as un peu évoqué, mais justement, pour les gens qui connaissent pas Actito, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Alors, concrètement, c'est toujours la bonne question piège, l'elevator pitch en une phrase. Alors, Actito, c'est une plateforme d'activation marketing. Alors, je vais faire direct un slash. On est un éditeur logiciel dans la catégorie qu'on appelle le marketing automation. Je ne sais pas si c'est plus clair pour toi comme ça. Complètement. On reviendra un petit peu parce que je sais que tu as un avis sur le sujet, la catégorisation de votre outil. Clairement, ça me démange déjà là. Et en fait, du coup, Actito, ça existe depuis combien de temps? C'est français? Alors, c'est belge. Ça a été donc lancé par 3 fondateurs en 2001. Donc, tu vois, acteurs plus d'une vingtaine d'années. Donc, par Benoît et Pierre Deneyer, qui sont 2 frangins, et Kenya Rose. Et alors, pour la petite anecdote, c'est 2 consultants McKinsey et un juriste. Et on aura l'occasion de reparler, à mon avis, de pourquoi Actito est si sensible sur la notion data privacy, parce que ça, c'est Benoît, évidemment, qui porte ce message. Et puis, tu avais vraiment Pierre et Kenya qui étaient plutôt les business mind. Et en 2001, ils avaient une idée. C'était de se dire comment est-ce qu'on fait pour rapprocher un product manager d'un consommateur final, d'un consommateur final. Et le meilleur exemple que j'ai trouvé pour ça, c'est mon fils, il est fan de Nutella, mais ma femme, elle en a ras-le-bol que mon fils a autant de Nutella sur les mains que ce qu'il y a dans le pot, tu vois. Et elle aurait bien voulu un jour écrire un petit courrier au product manager de Nutella en lui disant « Mon ami, est-ce que tu n'es pas capable de revoir ton packaging ?» Du coup, c'était vraiment cette idée de rapprocher le monde de la production et le monde consommateur. Alors, c'est passé après par le terme un peu Customer Relationship Management, évidemment. D'accord. Merci pour ce petit brin d'histoire. Et justement, pour les gens qui connaissent pas vraiment cette typologie d'outils, à qui vous vous adressez chez Actito concrètement en termes d'entreprise? Écoute, aujourd'hui, on a dû passer le cap des 450 clients chez Actito. Et du coup, c'est vrai que notre cœur de cible, c'est ce qu'on appelle le mid-market. Après, je pense que de nouveau, le mid-market est des fois difficile à définir, tu vois, parce que pour l'un, c'est ça, pour l'autre, c'est ça. Nous, en gros, notre cœur de cible, c'est des marques qui ont des bases de données assez importantes. Ce que j'entends par là, on va dire plus de 10 000 contacts en base de données et qui ont compris qu'une fois avoir fait l'acquisition d'un nouveau client, le but du jeu, c'est de le satisfaire le plus longtemps possible pour qu'il reste le plus longtemps possible fidèle à la marque. Et ça va être travailler tous ces touch points, ces moments de communication entre une marque et des consommateurs. Alors en anglais, on appelle ça la LTV pour la Long Time Value. Actito, c'est vraiment ça. Son cœur de cible, c'est de se dire les gens qui ont décidé d'investir dans leur base de données clients pour leur proposer des plus chouettes expériences, plus personnalisées. Et on va pas se mentir, la fin du jeu, c'est évidemment de générer du profit en dehors de ça. Et du coup, c'est vraiment sur cette brique-là qu'on va se mettre. On reviendra un petit peu en précision sur, notamment quand on parlera d'omnicanalité,
Oui, principalement aussi de l'email, puisqu'il est très présent en Europe tout à et fait. avec ce focus data que vous avez. Mais juste avant de commencer ça, on en a parlé juste un petit peu avant, d'enregistrer, mais voilà. Justement, la terminologie de marketing automation, c'est un sujet qu'on avait discuté en préparant ce podcast, Jonathan. Ouais. Toi, tu avais, plutôt, une qualification différente. Tu parlais plutôt d'activation automation. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux Alors, nous expliquer un petit peu ouais, pourquoi? c'est génial. Bon, là, tu me lances sur le sujet qui me tient le plus à cœur, hein. Je vais dire, du Ah bah, coup, commençons par ça directement voilà. alors. Disons qu'on est obligé de faire un constat aujourd'hui, c'est que, il y a ce fameux, A3, tu vois, avec l'écosystème technologique, la MarTech comme on l'appelle aujourd'hui, et ils ont créé des catégories dans quoi on regroupe un certain nombre d'éditeurs, et une de ces catégories s'appelle la catégorie marketing automation, dans quoi vous retrouverez le logo d'Actito. Et j'ai vraiment un problème avec cette catégorie aujourd'hui. Peut-être pas il y a quelques années, mais aujourd'hui parce que elle est devenue trop grosse. Et souvent, quand tu fais une grosse catégorie, on mélange des pommes, des poires et des bananes. Et du coup, je pense que les gens ne s'y retrouvent plus du tout sur quel est l'objectif de cette catégorie, qu'est-ce qu'elle va servir à solutionner comme problématique. Et j'ai le sentiment que le marché aujourd'hui, et surtout enfin mondial même, comprend ou confond marketing automation et Salesforce automation. Et je vais peut-être juste préciser mon cas et coupe-moi, hein, David, aussi avec plaisir. Mais pour moi, j'ai l'impression Pas de souci. qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de marketeurs qui se concentrent sur transformer un contact, donc david@senpai.fr, tu vois, en un client de chez eux. Et que ça s'arrête là, la mission. La mission, c'est convertir une opportunité vers un client. Et du coup, pour moi, ça, c'est du Salesforce Automation. C'est là où Salesforce est très, très bon. C'est là où il y a une plateforme française qui vient de faire un beaucoup de buzz là, avec nos amis de Lemlist, tu vois. Pour moi, c'est ça le créneau. C'est d'aller contacter des gens et de les transformer en clients. Ça, c'est la promesse du marketing automation. Mais du coup, dans cette catégorie, si tu la vois au niveau de cet écosystème, on te met Mailchimp, Sendingblue, Actito, Salesforce, Adobe. Tout ça dans le marketing automation. Alors que je pense qu'on fait diamétralement des choses différentes, mais complémentaires les unes des autres. Je m'explique par là, c'est que nous, on est client Lemlist. Si à un moment, il devient client, notre rôle au marketing, ça va être d'entretenir la relation avec David la plus longtemps possible. Continuer à te délivrer du contenu pertinent, t'offrir les nouvelles fonctionnalités du logiciel, t'inviter à nos événements. Et du coup, là, on n'est plus dans cette notion de conversion, on est dans cette notion pour moi d'activation. Et l'activation, c'est pas un buzzword chez Actito, c'est quelque chose qui est vraiment ancré très fort en nous. On pense qu'aujourd'hui, les promesses, et on en reparlera plus loin, le big data, ça allait être la révolution. La data, c'est la révolution. La data, c'est le cœur du business, et je le dis. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces données? Je suis toujours triste de voir le nombre de gens qui collectent mon année de naissance et qui ne me souhaitent jamais bon anniversaire, ou qui ont collecté la date de mon premier achat et ne m'ont jamais dit « John, tu te rappelles le premier achat que tu avais fait dans notre magasin ?» Et je trouve ça tellement dommage de se dire qu'aujourd'hui, on court à la data, à la collecter, comme les Facebook et les Google de ce monde l'ont fait, alors que l'objectif d'une marque, c'est d'activer cette donnée pour délivrer de l'expérience à ses clients. Et c'est là où moi, j'ai un problème avec cette catégorie du marketing automation. Après, je suis le marketeur d'Actito aussi. Et si aujourd'hui, je pourrais créer la catégorie de l'activation marketing, ben, c'est celle-là que je voudrais arriver à faire, en portant ce message de vous avez des données, activez-les, mettez-les en musique, orchestrez-les pour délivrer des expériences à vos clients et maximiser à ce moment-là ces interactions. Non, bah, très clair. Écoute, je te rejoins assez dans ce. J'aime bien ton exemple sur les fruits. Ben oui, Notamment, c'est comme dire j'aime les fruits, mais bon, les fruits, c'est assez vaste finalement. Et il y a différents types de fruits. Et tu citais des acteurs qui sont souvent mis en face d'Actito à tort, je pense, parce que vous, déjà d'une, vous proposez pas les mêmes fonctionnalités ou même vous vous adressez pas aux mêmes clients. Mais c'est tout à vrai fait. qu'aujourd'hui, le marché il grandit à une vitesse au point où, on va dire, la nomenclature ne suit pas. Et bah, les gens, ils mettent des étiquettes comme ils peuvent, finalement, j'ai l'impression, en tout cas. Mais ouais, faut essayer de comprendre un petit peu ce que les gens font. C'est pas forcément facile. Ben, je pense que même toi, tu l'as vécu à l'époque où on est arrivé avec le concept des DMP. Hein. Je vais dire, nous, on avait des RFP, donc les appels d'offres qui étaient faits, où les gens Est-ce t'écrivaient que tu un peux appel. juste revenir sur ce que c'est qu'une DMP ou Oui, RFP pour le Data Management Platform. Tout à Donc, fait. ça Ouais. va vraiment être
considérez ça comme un super disque dur dans quoi vous pouvez mettre toutes les données, je vais dire, qu'elles soient à vous ou même externes, et on allait pouvoir tout collecter dedans, et ça allait être la plus grande révolution du monde. On allait avoir accès à toutes les données du monde, et ce, sans se poser la question de si les gens étaient d'accord qu'on exploite leurs données. Et c'était en gros, ce qui était marrant, c'est que on achète par buzzword, hein. Je vais dire, donc c'est dès qu'on me dit si tu as une CDP, si t'as pas de CDP, ben tu sais pas faire du marketing. Si t'as pas une DMP, tu sais pas faire du marketing. Et c'est ça qui est dangereux, je pense, avec ces catégories, c'est qu'il faut vraiment essayer de les comprendre. Et je pense que c'est d'ailleurs des choses que toi tu accompagnes les gens à faire, c'est bien comprendre quels sont vos enjeux. Et après, on s'en fout à la limite que ça s'appelle CDP, DMP, marketing automation ou activation. Il faut que les gens qui achètent comprennent ce qu'ils ont besoin pour faire des cahiers de charges qui sont en lien avec leurs besoins et pas avec la nouvelle tendance du marché lancée par l'un ou l'autre big gourou du marketing. Non, tout à fait, tout à fait. C'est un vrai sujet, la différence entre les besoins d'une entreprise et la réputation d'un sujet, ou en tout cas l'actualité marketing d'un sujet qui, des fois, fait faire des choix aux entreprises. On le voit aussi, hein, sur le terrain. Je pense que toi aussi, on doit te le demander quand tu vas faire des présentations de ta plateforme. Est-ce que vous faites ceci? Est-ce que vous faites cela? Alors que, principalement, la réactivation ou l'activation des clients et prospects, c'est la première pierre qu'il faut travailler en amont, quoi. Écoute, on va Avant donner toute chose. un petit gem, comme je dis en anglais, comme ça. Quand vous achetez de la techno, faites des cas d'usage de ce que vous voulez en faire à court terme. Et faites-les. Demandez de vous les faire. Ne demandez pas aux sales de les faire. Non, c'est super. D'ailleurs, ça me fait penser à une question que je voulais te poser. À quel moment, tu vois, un client euh, peut te contacter, toi, Actito? À quel moment, tu vois, t'as cité à partir d'une dizaine de milliers de contacts, ça paraît être une clé d'entrée pour pouvoir à la fois exploiter au mieux ton outil. Mais tu vois, pour Ouais. l'auditoire qui s'intéresse à ce sujet-là, quand est-ce qu'on peut à faire appel à toi, tu vois? Alors, je vais dire, on peut faire appel à Actito même en dessous de 10 000 contacts, je pense. Aujourd'hui, 10 000 contacts, c'est juste que ça donne un ordre d'idée sur ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'on parlait d'HubSpot et le pricing d'HubSpot s'arrête à 10 000 contacts. Et ça permet très vite de comprendre dans quelle catégorie eux jouent et commencent à jouer d'autres types d'acteurs. Mais Actito, je vais dire aujourd'hui, les 3 secteurs principaux pour nous, tu vois, ça va être retail, e-commerce et médias. C'est vraiment ça aujourd'hui, c'est 65% de notre business, je dirais à peu près. Du coup, tu vois déjà, c'est des gens qui ont accès à un certain volume de données, pas juste les informations de David sociodémographique, mais peut-être de David et ses parcours web, David et un programme de fidélité, David et ses achats, David et ses habitudes de consommation média. Donc, dès qu'il y a un peu de la donnée où on se dit il faut essayer de structurer pour, et je vais utiliser sur le coup un buzzword, une vision 360 degrés du consommateur, et tu comprendras ce que je veux dire. Donc, je vais dire, dès que les gens ont l'envie de faire ça et de se dire, eh ben, à chaque fois que je rajoute une donnée autour de David, je veux l'activer pour qu'elle produise quelque chose, que ça soit en expérience ou en revenu. Je pense que là, on est le bon call. Très clair. Très clair. Et justement, toi, par rapport aux clients, euh, je ne sais plus le nombre de clients que vous avez aujourd'hui en Europe. Alors, principalement en Europe, vous avez, j'imagine, des clients. 450 à peu près Ouais, c'est ça. clients Voilà, aujourd'hui, exactement. principalement sur 5 pays européens qui sont la Belgique, la France, l'Espagne, les Pays-Bas et l'Angleterre. On va encore les laisser dans l'Europe. Mais on a également une petite succursale à Québec. Pour la petite anecdote, c'est très proche aussi de ce qu'on connaît en Belgique, vu que nous, on est bilingue et que le Canada est bilingue aussi. Tout à fait. Et justement, sur c'est un peu plus de 400 clients que vous accompagnez au quotidien aujourd'hui, de 3 secteurs. Quel est un petit peu, quels sont un petit peu les sujets principaux sur lesquels vous accompagnez vos clients? Quelles sont un peu les difficultés, tu vois, que tu observes au quotidien auprès des marketeurs ou des DSI qui travaillent avec ton outil? J'adore cette question. Je pense qu'elle est vachement large, mais j'adore cette question. Je pense que, et encore une fois, je parle beaucoup en personne propre dessus. Je pense que là où aujourd'hui on accompagne le plus les gens, c'est à gagner du buy-in avec les départements IT des sociétés. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on parlait beaucoup de silos il y a quelques années, c'est l'équipe marketing, l'équipe technique, quoi, tu vois. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de donner les bons outils au profil marketing pour que l'IT ait envie de travailler avec et pour lui. Je pense que ça, c'est le plus gros défi sur quoi on est aujourd'hui, parce que si les roadmaps de l'IT ne s'alignent pas avec les roadmaps du marketing, le marketing pourra rien faire, vu qu'aujourd'hui, ça reste des outils technologiques. Alors
alors on peut parler du no-code et de la facilité d'implémenter tout. On a quand même encore besoin d'un département IT aujourd'hui pour implémenter un certain nombre de choses, que ça soit des synchros, des adresses IP ou autres. Et du coup, je pense que la première mission d'Actito, c'est de permettre à un CMO et à un opérateur marketing d'aller voir son département justement IT et de lui dire, écoute, nous, voilà la vision où on veut aller. On va commencer très petit en faisant ça. Là, tu disposes de documentation. Actito et ses partenaires vont nous aider sur tel axe et c'est avoir l'IT avec nous. Et dès que tu as les trois, CMO, opérateur et IT, là, j'ai vraiment envie de dire l'expression américaine prend tout son sens. Sky is the limit. Parce qu'à partir de là, de toute façon, avec une méthodologie agile que nous, on a intégrée dans le processus d'implémentation, tu sais, moi, il y a un truc qui est important, c'est que je dis toujours, il faut qu'on délivre une première valeur en ayant les 4 semaines au client. Je suis pas Mailchimp, je peux pas te faire du Actito gratuit, teste-le. Par contre, je peux te garantir, on va tous se mettre sur le grill que pour qu'après 4 semaines, tu aies un premier retour sur investissement, une première valeur produite. Alors pour un, ça peut être d'être capable d'exécuter une première newsletter. Pour une autre société, ça va être de connecter Actito avec son système de caisse. Pour une autre personne, ça peut être un certain nombre de workshops pour identifier les données qu'on va devoir collecter et rassembler dans le modèle de données. Toi, chacun a un peu ses propres défis. Mais je pense que le défi commun à toutes les marques, c'est vraiment d'avoir des équipes marketing et techniques qui bossent ensemble. Tu vois, vraiment les mettre sur le même diapason, dans la même roadmap, dans la même vision. Et ça, c'est magique. Hein. Je vais dire, moi, j'appelle ça une écurie des F1. Hein. Tu sais, au final, les F1, il y a 250 gars qui bossent pour un gars qui roule dans la voiture. Hein. Je vais dire. C'est un peu ça qu'on essaye de générer. Et je pense que ça, c'est vraiment la brique de départ d'Actito. C'est d'essayer de faciliter ça en mettant les bons interlocuteurs de notre côté devant les bons interlocuteurs de l'autre côté aussi. Et alors, par rapport à ça, du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Par rapport à ces dernières années, c'est un sujet qui est devenu de plus en plus à la mode par le biais de 2 sujets, je pense, principaux, qui est la data privacy et le big data. En tout cas, on a commencé à en parler, les gens se sont sentis concernés, parce que il y a quelques années, alors de mon expérience personnelle, le sujet de DMP, de CDP, tout ça paraissait très très éloigné, très technique. Comment toi tu sens le marché évoluer aujourd'hui? Est-ce que les gens viennent te voir avec des profils uniquement tech, ou est-ce que tu as aussi des gens qui sont néophytes, ou en tout cas qui veulent aller dans cette direction et qui ont besoin de toi pour être accompagnés? Alors, c'est bonne question aussi. Alors, ça va dépendre de société à société, pour être très honnête. Enfin, il suffit d'écouter ton podcast. Hein. Il y a des vrais brutes que tu interviews là-dessus, que je mets dans la catégorie marketing technologiste, tu vois, qui arrivent aussi bien à avoir un esprit créatif d'action marketing, mais qui, à côté de ça, sont capables d'aller jouer avec du JavaScript, comme moi je ferais du SQL et des choses du genre. Alors, je me mets pas dans cette catégorie-là, mais il y en avait beaucoup il y a quelques années. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça se ralentit de nouveau un peu et on comprend que, tu sais, à vouloir tout faire, tu ne fais rien de manière excellente, je crois. En essayant de te concentrer sur là où tu es très fort, tu peux vraiment avoir un impact. Et du coup, aujourd'hui, nous, on se retrouve plutôt avec des équipes marketing qui savent ce qu'ils veulent et qui savent surtout ce qu'ils veulent plus parce qu'ils l'ont vécu. Et il y a un certain nombre d'éditeurs logiciels qui ont créé des traumatismes, je pense, sur des équipes marketing qui seront là ad vitam aeternam, comme on dit, tu vois. Et je veux dire, et du coup, je pense que le marché est passé un peu dans la machine déjà, tu vois, et c'est maintenant ce qu'ils doivent éviter comme mauvais choix. Et ça, c'est peut-être là aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Bah tout à fait. Ce que j'entends, c'est qu'il y a une sorte de sensibilité qui s'est créée dans la douleur. Il y a un awareness auprès des acteurs, alors décideurs ou même les utilisateurs finaux, que toi tu constates maintenant. Ouais, clairement. Et tu challenges ça avec les nouvelles générations. Alors moi j'ai 38 ans, donc j'ose encore me dire que je suis pas dans la catégorie vieux. Ouais, voilà, tu vois. Mais c'est sûr que, et on essaye de rester à la page. Je suis un peu comme toi. Je suis technophile, mais je suis pas technique, tu vois. Mais du coup, c'est sûr que moi, je challenge des fois mes équipes produits en allant prendre un Typeform, un Zapier et quelque chose sur le côté en leur disant, mais t'as vu, si je mettais ça, je serais capable de faire ça. Et je pense que mélange ça avec des gens qui ont mis en place des SAP et des gros projets, là, tu vois, où t'es en mode 18 mois implémentation et après 18 mois, t'as toujours pas shooté une newsletter, tu vois. Ces gens-là sont traumatisés. Et puis, ils voient l'extrême contraire avec le mec qui prend un Typeform, un Sending Blue et il te fait un truc. Dans la journée.
journée, c'est fait, ouais. Voilà, c'est dans la journée, c'est fait, la promesse du no-code. Et au fond, ces deux mondes, au fond, aujourd'hui, qui étaient très, très séparés, ben, quand ils communiquent, ben, ils arrivent à créer des cahiers de charges qui sont super pertinents. Et surtout, ils ont pensé à comment ils allaient le faire. Pas juste, je vais acheter une bagnole, je vais acheter une voiture, mais je vais apprendre à conduire, je vais me faire accompagner aussi pour apprendre à conduire, peut-être, tu vois. C'est ça aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, le métier est devenu tellement large, tu vois, qu'il faut savoir se faire accompagner, il faut savoir où est ta valeur ajoutée et où tu dois aller chercher du delta, que ça soit avec une SS2I. Tu sais, moi, je suis belge. En Belgique, les SS2I, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude, tu vois. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert quand on a ouvert la France il y a 5 ans, d'avoir un third party, quelqu'un qui se mettait entre nous et le client pour implémenter notre techno. Je vais regarder, mais pourquoi est-ce qu'on fait des choses pareilles? Tu vois, je veux dire, après, je Tout à fait. comprends toute la mécanique liée à une maturité de marché en France qui est quand même probablement des plus grandes en Europe, quoi. Oui, complètement. On sent aussi que la structure telle qu'elle est aujourd'hui en voyant en fait ce genre de service, montre aussi une forme de maturité peut-être qui est un peu de retard au niveau européen, au niveau de la France, qu'on se le dise. Il y a encore des choses qu'il faut qu'on améliore, notamment sur l'accès aux technologies. Et c'est intéressant de voir comment toi tu vois, chez Actito, vous solutionnez ça. Moi, quand j'ai commencé à regarder un petit peu votre solution, honnêtement, j'ai trouvé que c'était une solution assez complète et avec des possibilités énormes. Mais aussi, je me suis demandé, qu'est-ce que vous mettez en place pour rendre accessible justement à des personnes qui sont pas des codeurs, des personnes comme Mhm. toi ou moi. Ouais, Et justement, je voudrais un petit peu voilà, te poser la question. Tu vois, aujourd'hui, ouais, quels sont un peu les sujets? Tu as parlé un peu d'intégration technique, puisque c'est un ouais. gros morceau quand même de l'adhésion à votre plateforme. Mais après, quels sont un peu les sujets, tu vois, qu'il faut traiter avec un de vos clients? Alors, il y a plein, évidemment. Je pense que déjà, ce qui permet probablement à Actito d'être aujourd'hui ce qu'il est, c'est qu'il n'est pas né sur la brique de l'ISP. Et ISP, c'est Email Service Provider, donc juste un canon à mail, mais il vient plutôt de l'univers du CRM. Du coup, il était déjà sur une logique beaucoup plus data. Et ça a été le fonds de commerce d'Actito pendant 20 ans. Et c'est là-dessus qu'on a capitalisé d'année en année. Et l'email aujourd'hui est un canal de communication, mais qu'on va pousser à l'extrême avec l'usage de la donnée, conditionnement en targeting, affichage conditionné de blocs sur base d'informations. Mais pour répondre à ta question de comment est-ce qu'on accompagne les clients, c'est que nous, on a défini notre ADN. Et on a dit, on a 50% de techno en nous et on a 50% d'humain. Et qu'aujourd'hui, ben, l'humain, c'est pas le truc qui rapporte le plus de sous à la boîte aujourd'hui, mais c'est ce qui fait le succès d'un projet et d'une implémentation. Et on sait qu'aujourd'hui, des fois, on va devoir injecter un peu plus d'humain que de techno au départ. Mais vu qu'en moyenne, je pense que j'ai pas les derniers chiffres, mais les derniers chiffres que j'avais, c'était que les clients restent en moyenne 6 ans avec Actito. Et ben, du coup, pour des boîtes comme Actito, ça leur permet d'investir plus sur l'humain au départ. Pour les clients qui sont peut-être un peu en retard par rapport aux tendances du marché ou un peu en retard par rapport à leurs attentes. Et du coup, bah, tu penses à ISA, par exemple, en France, avait organisé des workouts, tu vois, ou des workshops avec les clients, en fait. Et du coup, on est très hands-on. On veut que les Isa, c'est une clients... personne qui travaille chez toi, hein, juste Oui, oui, pardon, ouais. Donc pour Isabelle, c'est l'auditoire. voilà, c'est la responsable inbound growth et marketing France, Qu'on et elle salue au organise, passage. bien sûr, qui est en congé cette semaine, donc encore plus qu'elle profite bien. Et du coup, tu vois, c'est vraiment, je pense que chez Actito, on n'a pas eu ou on n'a pas cette capacité peut-être à faire du free trial de nouveau, mais par contre, on est capable de faire 15 jours où on va faire du trial accompagné. On va essayer d'identifier des petits wins que le client pourrait avoir. Je te prends une question. Combien de gens ou combien de marques aujourd'hui n'ont pas une séquence de welcome en place sur leur site web? Je pense qu'il y en a beaucoup, malgré tous les cris qu'il y a eu dessus et les Alors, basiques que ça représente. voilà, exactement. Tu as dit le mot que j'adore, c'est que tout le monde le définit comme le basique. Je t'invite à prendre 25 sites web aujourd'hui. Tu vas avoir probablement 30%, ou quand tu auras tapé ton adresse email, il va rien se passer. Rien, tu vois. Et c'est Je ça, par confirme. exemple, prendre le petit workshop, tu vois, en disant, mais on va les mettre pas juste le, hey, David, merci de t'être inscrit à la newsletter, mais on a un objectif derrière. On veut savoir dans quel secteur d'activité David travaille, quel est son niveau de maturité par rapport à un certain nombre de choses, quels sont les canaux de communication qu'il préfère. Et du coup, on ne parle plus d'un welcome email, mais d'une welcome sequence. Et quand on arrive à
faire ça sur 3-4 jours avec un client, d'avoir 4-5 emails, un SMS qui vient s'intégrer dedans, avoir collecté une dixième de points de données sur le consommateur. Là, en une fois, tu vois, tu as toutes les petites lumières qui s'allument autour du client et il dit « j'ai compris ». Mais on a besoin de le faire en donnant encore beaucoup d'humains parce que aussi simple puisse être la techno, il faut accompagner aujourd'hui. Je pense que c'est un mot-clé, il faut accompagner. Non, très clair, très clair. Et tu l'as un peu mentionné, je voulais te challenger un peu sur une question. En allant sur le site, là, tu as Oui, parlé de SMS, par exemple. oui. C'est un canal qu'on utilise en marketing direct pour aller s'adresser quand on a le numéro de téléphone. Mais justement, moi, ce qui m'a surpris sur le site, c'est de voir un petit peu la galaxie qu'il y avait autour de l'outil. Aujourd'hui, tu vois, l'omnicanalité, c'est un buzzword. Mais Mhm. comment vous vous adressez à vos clients ce sujet-là? Est-ce que vous avez justement des cas d'usage qui sont concrets de clients qui font pas que de l'email, parce qu'on comprend que vous savez le faire et vous le faites bien. Et aujourd'hui, comment on intègre cette omnicanalité dans une stratégie d'une entreprise qui peut être dans le retail, dans l'e-commerce, Mhm. ou bien même en vente en général, quoi. Super bonne question. Je pense que l'omnicanalité, comme tu dis, c'est clairement, c'est buzzword, mais c'est hyper marrant. Moi, sur 12 ans que je suis là, on fait ça depuis que je suis arrivé. Le tout premier client d'Actito, c'était Kinépolis, une chaîne de cinéma où ils envoyaient les cartes d'étudiants, tu vois, par poste chez Mhm. les students. Donc, pour te dire qu'on est même né sur un canal offline avant Offline, d'être ouais. né sur un canal online, quoi. Alors oui, 100% des clients font de l'email aujourd'hui. C'est parce que coût, rentabilité, enfin, on va pas prôner C'est le l'email de must-have. suite, mais ouais, voilà, on pourra revenir pourquoi l'email. Le SMS s'est intégré dedans parce que le SMS était d'abord serviciel. Donc, il a permis, quand tu rentrais ta voiture à l'entretien, de dire David, n'oublie pas de venir ta voiture avant 17 heures. Puis, nous, on a poussé le SMS un cran plus loin en se disant qu'il pouvait, sur une logique d'un arbre de décision, venir apporter une valeur ajoutée à un client. Et typiquement, ça peut être, par exemple, David n'est pas venu dans mon magasin de vêtements depuis 3 mois, mais tu faisais partie de mon segment Gold et je vais faire une soirée porte ouverte le vendredi. Bon, le contexte actuel est un peu plus compliqué, mais tu vois là, dans un arbre décisionnel, si tu n'as pas réagi à l'email, que tu fais partie de mon canal Gold, eh ben, je vais peut-être être prêt d'envoyer ce petit SMS qui est plus intrusif, hein, donc il faut toujours bien le caler, tu vois, en termes d'impact et de Ouais. perception du consommateur. Mais tu vois, si je dis, Un peu David, intrusif, ouais. 10% si tu viens dire bonjour au magasin, je sais pas, vendredi entre 20 h et 22 h, tu as 10% sur ta commande pour te remercier. Eh ben, on s'est rendu compte que ça faisait du traffic to store de dingue, et que du coup, il n'avait plus cette connotation intrusive à ce moment-là. Mais il faut bien le caler. Donc, de nouveau, et c'est pas à des gens comme toi que je dois le dire, ça va dépendre de qui est-ce que vous identifiez. Il faut surtout pas faire du mass SMS. Déjà, au coût, vous allez perdre beaucoup de budget, je vais dire, et en impact aussi. Mais par contre, sur des petites niches, aller le travailler, ça a du sens. Je te donne un autre exemple que moi, j'ai mis en place il y a 8 ans pour Actito. C'était pour un client dans le B2B. On sait que le B2B, souvent, les acheteurs passent de société en société. La valeur de ce gars-là, elle est énorme. Tu vois, je vais dire, eh ben, imagine-toi, j'envoie un email à David et ça ardente. Eh ben, je regarde et je dis, si il avait telle fonction, envoie-lui un petit SMS et je t'envoie un SMS en disant, David, je n'arrive plus à te joindre sur l'adresse taratata. Peux-tu faire un reply avec ta nouvelle adresse? Comme ça, on peut continuer la conversation. Très clair, très clair. Et du coup, par rapport à tous les canaux aujourd'hui qui sont disponibles, moi j'avais Papier. plusieurs. Ouais, notamment euh, aussi, mais il y a tous les sujets de push, tous ces canaux un peu qui sont émergents aujourd'hui, qui s'intègrent dans les stratégies du marketing pour diversifier un petit peu les canaux, parce que on va revenir un petit peu dessus avec le sujet de l'email, mais comment tu vois aujourd'hui, Actito, vous intégrez dans ces tendances-là? Est-ce que vous développez tout? Est-ce que non. vous faites des partenariats? Comment ça Oui. marche exactement, tu vois, de ce côté-là? Alors, c'est impossible de tout développer. Je t'avoue, c'est aujourd'hui, soyons très clairs, et tu prends même le géant des géants qui s'appelle Salesforce, il développe pas, lui, il rachète ce qu'il n'arrive pas à développer ou à battre et il l'intègre. Tu vois? Donc aujourd'hui, il faut pas rêver. Actito serait incapable de tout développer. Donc Actito, il a fait le choix de se concentrer sur modèle de données, le canal email de A à Z, délivrabilité compris. Et puis pour les autres canaux, on va travailler avec des partenaires. Typiquement, le SMS, et je dis bonjour à mes amis de CM Télécom. On utilise des routes de chez eux, mais on intègre par contre totalement leur technologie dans notre technologie pour que ça soit, enfin au niveau client, c'est
transparent, je vais dire, c'est C'est complètement dans la intégré. plateforme C'est directement, tu intégré, vois voilà, pas. c'est ça que je voulais dire. C'était pas Tu transparent. n'ouvres pas une nouvelle fenêtre pour aller Pas du sur le tout. petit Donc, tu n'as SMS. pas un nouveau login, c'est pas du tout l'objectif. Et c'est ce que nous, on appelle les premium add-ons chez Actito. Aujourd'hui, on a fait ça sur du SMS, on fait ça sur du wallet, on fait ça sur de la web perso, on fait ça sur de la marketing intelligence. Et ce sont des partenaires technologiques où leur cœur de métier, c'est de faire ça. On les met avec nos product owners et product managers. On trouve le business case et on connecte les dots avec eux. C'est la promesse du best of breed, hein, ça, d'après moi. Alors, il y a 2 axes. C'est comme je te dis, là, nous, on le fait en premium avec vraiment cette logique où on va assumer la totalité de l'expérience du client. Je te dis pas que tu travailles avec CM Telecom aujourd'hui quand tu achètes du SMS chez Actito. Je te dis pas que c'est un autre partenaire pour telle technologie. Parce que quelque part, si tu as un souci, c'est Actito que t'appellera. Par contre, à côté de ça, on a ce qu'on appelle les partners add-on. Et là, on va vraiment travailler avec cette logique un peu plus d'une marketplace. Aujourd'hui, je pense à des gens comme Wisepop, par exemple, en France. Tu veux faire des pop-up? Va avec Wisepop, on a un connecteur, il est maintenu par Wisepop et par Actito, c'est pas très cher et le résultat il est garanti à la sortie. On causait avec les gens de Batsender là tout de suite pour intégrer le patron comme un éditeur de mail externe à Actito, mais où tu pourrais pusher directement ta campagne dans Actito. Je pense que c'est ça la manière de développer aujourd'hui des plateformes d'activation marketing. Le patron qui est un email builder, hein, juste Oui, pour exactement. le mentionner à l'auditoire. Hein. Oui, j'essaye de donner un max de noms, comme ça les gens pourront aller regarder tout ce que ces gens font. On salue les gens de Bad Thunder, en tout cas qui font un travail incroyable, justement sur tous ces sujets d'email, qui est un sujet très vaste. Et concrètement, du coup, toi, par rapport à tes clients aujourd'hui, qui utilisent quoi principalement? Donc, on comprend bien que l'email, c'est 100% exploité dans l'utilisation d'Actito. Est-ce que tu as beaucoup de gens qui utilisent encore du SMS? Est-ce que tu as des gens qui vont, t'as mentionné notamment le wallet, donc Ouais, qui est le portefeuille digitalisé pour les entreprises, notamment pour des exactement. problématiques de fidélisation ou de drive to store. Ouais, Toi, et puis concrètement, qu'est-ce que tu observes chez toi, chez tes clients? aujourd'hui, 100% email. Je te dirais, on doit être à 20-30% quand même de SMS. Parce que c'est avec des up and down selon les. Il y a une saisonnalité limite. Tu vois, il y a les périodes de solde, le SMS, tu le vois très vite arriver de nouveau. Quoi, tu vois, je veux dire, il y a les périodes de congé dans les assurances pour garantir que tu es bien assuré. Hop, il y a des pics. Mais du coup, on doit avoir 20-30% de nos clients qui utilisent le canal SMS. Le wallet, c'est le retail. Aujourd'hui, ben, on pense, et tu as fait d'ailleurs l'interview de Jennifer, hein, je vais dire, Don't Call Me Jennifer. Ben, ça, Actito est dessus, Captain Wallet est dessus, je vais dire, et du coup, on orchestre ça aussi. Donc, le wallet arrive. On Je pense salue que le wallet, Michael. ouais, voilà, c'est ça. Je pense que le wallet, en plus, a un super avantage, c'est le côté un peu géolocalisé et le fait qu'il est intégré nativement dans Android et dans iOS aujourd'hui. Donc ça, je pense que lui, on va le voir encore plus sortir. Et puis, on va penser à un acteur français prédominant dans la push notif qui est Batch évidemment, et là on bosse avec eux aussi. Aujourd'hui, je t'avoue qu'on est dans les premiers pas avec ça. On doit avoir une trentaine de clients sur le canal Wallet Push aujourd'hui. Et tu sens que la demande est là. Maintenant, est-ce que les clients sont tous assez matures, et avec le Covid qui est arrivé, c'est des projets qui ont peut-être un petit peu ralenti aujourd'hui, mais qu'on sent Ouais, depuis le j'imagine. début de l'année reprendre quand même un ancrage fort. Je pense que là, tout le monde s'était dit qu'il y aurait un retour à la normalité. Puis tout le monde a fait les fêtes de Noël. On est toujours en confinement. Ils se sont dit, bon, il va falloir continuer à faire du business, et du coup, les projets reviennent, quoi. Mais concrètement, ces nouveaux un peu canaux sont sollicités chez tes clients. En tout cas, tu es demandé, en tout cas sur ce genre de Oui, technologie. oui, clairement. Et tu sens que après, c'est du marketing de nouveau, et nos clients sont des marketeurs, donc on aime bien tout ce qui est neuf. Et du coup, oui, il y a une demande en tout cas accrue sur les canaux push notif, web push, wallet, à gogo, quoi. À gogo. Et, et par rapport à tout ce qui est conversationnel, comment vous vous positionnez par exemple sur des chats comme WhatsApp ou Messenger par exemple? Est-ce Alors, qu'aujourd'hui Actito se positionne sur ces leviers-là aussi? eh ben, écoute, on a beaucoup regardé à un moment WhatsApp, parce que c'est vrai que quand WhatsApp faisait du bruit en étant un nouveau canal de communication, pour moi, c'est que des canaux, hein, tout ce que tu dis, hein, et il y en aura toujours des nouveaux qui vont arriver. Puis WhatsApp, ça s'est très vite fermé, vu qu'en gros, WhatsApp était juste dans le cadre plutôt de support et Du d'interaction service client. non marketing. Actito, aujourd'hui, c'est une plateforme d'activation marketing. Donc, le canal WhatsApp est très vite tombé à l'eau. Tout ce qui est chatbot, on a eu quelques demandes à gauche, à droite, mais j'ai l'impression que là, on est dans une autre catégorie qui sont les catégories des intercoms, des Zendesk, tu vois, qui sont des outils de chat et de support. Et il n'y a pas encore vraiment une vraie liaison avec le marketing, j'ai l'impression aujourd'hui.
D'accord. Et après, par rapport à, je sais que tu observes pas mal l'actualité. C'est quoi ton regard, tu vois, sur les tendances un peu futures qui vont venir alimenter l'omnicanalité du marketing? Bah, moi, il y a une boîte que j'adore et que je trouve qui sont vraiment occupés de faire un super coup de nouveau. C'est Typeform qui a sorti un service qui s'appelle Video Ask. Et en gros, moi, je pense que en plus, avec ce qu'on vit tous aujourd'hui en travaillant de la maison, la vidéo en mode feedback, micro-capsule comme ça, c'est génial, quoi. Je vais dire. Et je pense qu'eux ont vraiment sniffé un peu avant tout le monde. Et du coup, tu peux aller sur des sites où c'est bonjour, comment je peux vous aider? Mais c'est moi qui parle, tu vois. Et puis, tu as un certain nombre de propositions et c'est un Typeform, quoi. Donc, Typeform, c'est une solution de formulaire un peu intelligente. Et selon tes réponses, tu as à chaque fois de nouveau une micro-capsule vidéo de quelques secondes qui explique quelque chose. Et je pense que c'est un moyen de communication et de consommation qui plaît énormément. Quand moi, je vois mon fils, il vit sur YouTube, hein, il n'a pas besoin du câble, hein, mon fils. Je veux dire, ils vivent avec ça et je pense que ça va être le nouveau mode de communication. Moi, je préfère donner du feedback en faisant un screen recording, tu vois, plutôt que d'essayer d'écrire et de décrire le bug que j'ai vécu sur une plateforme. Ben, je m'enregistre, je fais les gars, j'ai eu un souci, ça donne ça, bon amusement avec la vidéo. Donc, Vidéo Ask, clairement une vraie belle proposition de valeur d'après moi. Eh ben, on verra comment ça se développe, du coup, et si Actito se positionne sur ce genre de technologie, ça pourrait être intéressant de voir votre évolution. Je serais fan et j'irai en parler avec Benoît Deneyer, qui, à côté d'être juriste, est aussi le porteur de la Dream Map, comme on dit. Donc, tu as la roadmap, qui est clairement ce que tu sors, et puis tu as la Dream Map, c'est ce qu'on voudrait faire sur une vision à 4 ans. Tu peux nous en parler d'ailleurs de cette Dream Map, qu'est-ce qui vous attend du coup Alors, ouais, bon, on peut un peu en parler vu qu'on est en début d'année et que du coup on était sur ces sujets. Donc on a un axe où on a fait un gros event fin d'année passée qu'on appelait Best of Activation Day, mais présenté que par des partenaires. Donc sur une journée entière, Actito parlait pas, c'était que nos partenaires technologiques et métiers qui venaient présenter leur expertise, leurs solutions. Et du coup, le gros point cette année, c'est de continuer à développer ce qu'on appelle le Developer Portal d'Actito, qui permet à des solutions tierces de venir facilement se connecter à Actito. C'est la promesse d'une technologie ouverte. Et c'est un chemin qu'on a commencé il y a 2-3 ans et que là, on a clairement accéléré l'année passée et sur quoi on veut encore plus accélérer cette année. Du coup, on s'est donné un objectif d'intégrer une 50aine de partenaires technologiques d'ici la fin de l'année dans l'écosystème d'Actito. Et pour ça, ça passe par un gros investissement sur cette partie portail du développeur. Je veux dire, ça, c'est le gros bucket. Plus d'autonomie au niveau du client. Donc, comme je te disais, c'est cool d'avoir une ADN 50% techno, 50% humain, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, les technophiles, en gros, ils n'ont pas envie d'attendre que tu réponds à un email que tu envoies à support. Donc, avoir plus de documentation, plus de cas d'usage, plus de recettes. Je pense que les marketeurs, ils sont fans, tu vois. Zapier a été génial là-dedans. Ils appellent ça d'ailleurs des recettes. On aime bien la recette du welcome, la recette du programme de rétention. Et c'est de nourrir encore avec plus d'exemples sur ce qu'on a fait. C'est quelque chose que j'ai fait pendant 10 ans chez Actito. Moi, je me rappelle que je bossais des fois dans l'automobile et l'après-midi, j'avais rendez-vous chez un client dans le pharma parce que j'avais fait dans l'automobile pouvait s'appliquer à la limite au pharma. Je pense qu'on a trop vite tendance à essayer de cataloguer des actions marketing par industrie. C'est pas bon de faire ça. Il faut se dire qu'est-ce qu'on a essayé d'atteindre dans telle industrie par cette action marketing. Et du coup, ça peut s'appliquer à tous ceux qui ont le même besoin. Non, parfaitement clair. Écoute, très intéressant cette analyse. Alors justement, Jonathan, on va peut-être attaquer un sujet qui t'a fait sourire parce que j'aime bien poser cette question-là. C'est l'email est-il mort? Et je crois que tu as un avis assez tranché là-dessus, en tout cas assez argumenté. Qu'est-ce que tu en penses quand on te dit, voilà, l'email est mort, on va changer, c'est parce qu'on le voit souvent, hein, tous les ans, il y a un article qui ressort et on en parle depuis des années, que l'email va être remplacé par les réseaux sociaux, par les conversationnels, aujourd'hui, par l'intelligence artificielle qu'il y a dans les Google. On se dit, bon voilà, l'email c'est fini, la technologie est vieille et plus personne ne consultera, tout le monde sera sur du messaging en temps réel et il y aura plus d'email. C'est un super bon sujet SEO si tu écris l'email is dead et tu auras plein de trafic sur ton article. Non, plus sérieusement, et je vais faire un petit clin d'œil à Carol Walter de Easy Ans, par exemple. Et elle avait dit, tu sais,
mois de novembre, décembre, tout le monde va dire que l'email est mort. Et au final, l'email, c'est comme le phénix. Il renaît de ses cendres tous les 1er janvier. Tu vois? Je veux dire, c'est aussi simple que ça. C'est que on adore dire que l'email est mort. Et nous, d'année en année, on voit qu'on en envoie de plus en plus. Alors, je dis pas que ça, c'est un bon signe d'envoyer de plus en plus d'emails, tu vois. Mais je pense que on dit que 2/3 de la population mondiale aura une adresse email d'ici 2024. Essaye de créer un compte sur Facebook sans une adresse email. Essaye d'acheter un ticket d'avion chez n'importe quel tour opérateur sans adresse email. Essaye de booker ton petit week-end, ton amoureux chez Airbnb sans adresse email. Ouais, Parce que je suis occupé. c'est Voilà, l'identité numérique aujourd'hui c'est encore de l'identité référence. digitale. C'est l'identité digitale. Donc, à partir de là, dire que l'email est mort, je pense que c'est juste de la blague. C'est des gens qui ne réfléchissent pas. Après que l'email n'a plus la sainteté et le holy grail qu'il avait peut-être il y a quelques années, je peux l'entendre. Mais je pense que justement, c'est là où la promesse des plateformes, comme on en parlait en début de session, des Customer Data Platform, quand on va aller réinjecter la personnalisation, la relevance, le respect de la boîte mail de tes clients, de tes prospects, l'email, il est génial. Aujourd'hui, je pense que ça reste encore la lecture sur mobile, 60%. Tu te trimbales avec ton adresse email, avec ton identité digitale comme ta carte d'identité. Ça fait partie de nos mœurs. Alors, les jeunes l'utilisent peut-être moins et préfèrent peut-être un WhatsApp. Mais même pour WhatsApp, je veux dire, c'est un numéro de téléphone mobile et une adresse email. Donc, c'est un fait. Aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à remplacer l'email par autre chose. Aussi Mais simple que ça. justement, toi qui es dans le milieu depuis plusieurs années maintenant, Mhm. comment, comment ça s'est fait en fait? Comment on en est arrivé là, dans le comportement des entreprises vis-à-vis de ce canal-là, pour que bah, justement les performances bah, diminuent d'année en année, que les investissements bah, sont moins rentables, donc j'ai envie de dire, même s'ils le restent toujours quand on mesure correctement et qu'on travaille correctement. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, et comment tu l'as observé toi? Première campagne de masse qui a été envoyée dans les années 70, là, après avoir découvert la Robat et tout ça, c'était quoi? C'était un email de sales, tu vois, qui vendait, si je me rappelle bien, des espèces d'annuaires téléphoniques et qui faisait du porte-à-porte et qui était trop fainéant. Et du coup, il avait collecté les adresses email et il avait fait un batch, donc une campagne de masse chez tout le monde. C'est ça le problème de l'email aujourd'hui. C'est qu'il était bon marché, trop bon marché probablement, super accessible et qu'il a été hyper mal utilisé parce qu'on l'a utilisé vraiment en mode oui, canon à mail, comme on dit. Hein. C'est pas pour rien qu'on utilise le terme canon. Je pense qu'il n'y a rien de positif à utiliser le terme canon à email, quoi. Ça Parce balance, que quoi. tu balançais 1 million d'emails et il y avait bien 10 pelés et un tondu qui allaient acheter le produit que tu avais mis dedans. C'était ça la stratégie. Là où toi, tu dis que l'email aujourd'hui baisse en retour et en performance, je pense que oui, il baisse pour les gens qui l'utilisent toujours mal. Les gens qui l'utilisent de manière intelligente, et quand je dis intelligente, ça part de la data de nouveau. Je, je challenge beaucoup nos clients. Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur ciblage? Donc, tu vois, quand tu fais une campagne, tu détermines les critères. Qu'est-ce qui me rajoute à et opt-in? Opt-in qui est le consentement pour Le recevoir l'email. consentement, la CNIL, le RGPD, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'ils mettent en plus comme critère pour se dire, ce message, voici son audience que je suis couvert légalement? C'est une vraie question que je pose à l'audience, tu vois. Je vais dire, moi aujourd'hui, dans Actito, on a intégré des notions d'engagement score, donc en gros d'interactions qui sont créées entre marques et consommateurs. On a la notion de quand est-ce que David a ouvert son dernier email, par exemple. Combien d'emails a-t-il ouvert sur un laps de temps? Segmentation, tu Qu'est-ce vois, qu'il a toi tu connais acheté? ça. Toi tu connais segmentation. Qu'est-ce que vous injectez comme segmentation intelligente dans vos ciblages d'email marketing? Moi, j'ai des emails aujourd'hui qui ouvrent à 55% et qui font du clic à 30%. C'est imbattable. C'est imbattable. Et c'est nettement supérieur au benchmark qu'on avait d'il y a quelques années, mais ça se travaille. Si on pense qu'aujourd'hui, l'email, c'est quick et on va s'en foutre plein les poches, c'est foutu. Si on se dit qu'on va l'utiliser comme un diamant, qu'on va polir, qu'on va affiner dans une vraie stratégie avec un vrai respect du consommateur pour positionner ses messages, c'est imbattable. C'est un fait. Non, très intéressant, très clair, effectivement. Et justement, tu as mentionné la RGPD. Tu penses que ce sujet européen de réglementation de la data privacy a eu une contribution justement pour réguler et à freiner un peu les mauvaises pratiques? C'est en cours.
C'est vraiment le premier mot qui me vient à l'esprit sur ce que tu me dis, c'est en cours. Alors, pourquoi? C'est parce que c'est comme tout, hein. Je veux dire, on a eu, The Big Spooky Man, donc la grande ombre comme ça, tu vois? Où on allait tous se faire, faucher et terminer en prison avec des amendes phénoménales et pas s'en sortir. Donc il y a d'abord eu un mouvement de panique et nous d'ailleurs on l'a vu quand la RGPD a été injectée là, pendant les semaines avant, mais on shootait des emails, mais en veux-tu, en voilà, où les gens disaient: «Êtes-vous, cliquez ici pour rester opt-in dans la base de données», quoi, tu vois. Enfin, les gens avaient vraiment une démarche de panique assez dingue, alors que quelque part, si vous aviez fait correctement vos processus d'onboarding et d'acquisition de données, je vais dire, tout le monde était RGPD ready dans les premières étapes, quoi. Tu vois, je vais dire, je pense que la RGPD, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à l'Europe, pour être honnête avec toi. C'est ce qui va permettre à des éditeurs comme Actito, des éditeurs français aujourd'hui, de pas se faire dévorer par la technique américaine où on sait tous que les Américains sont les meilleurs commerciaux du monde et qui vont dérouler. Donc, je pense qu'il y a d'abord, là, très égoïstement, pour les technologies européennes, une, une vraie prise de décision de l'Europe de les protéger et de les pousser sur les marchés. Et puis, c'est un vrai sujet, la data. Aujourd'hui, je pense pas que ma mère comprenne le tiers du quart de ce qu'on exploite ces données, tu vois, et de comment on les exploite. Alors, ça paraît toujours pour nous qui avons l'habitude, quand tu vois du retargeting, tu dis, ah, ben, ils l'ont fait. Ben, il y a plein de gens qui peuvent pas le faire. Et du coup, est-ce que leur jugement est assez mature que pour pouvoir se protéger de ça? Je crois pas. Donc, moi, honnêtement, aujourd'hui, je dis RGPD, très très bien pour les consommateurs, ça nous a protégés de tout ce qui se fait autour. Alors on parle des États-Unis, mais on peut parler de l'Asie aussi ou de la Russie, hein, je veux dire. Et je pense qu'il fallait protéger le consommateur européen. Et puis c'était permettre de mettre un vrai savoir-faire européen qui lui a mis le consommateur au centre de ses démarches depuis le début. C'était hyper important de faire ça. Pourquoi est-ce qu'on a créé le double opt-in chez Mailchimp? Parce qu'ils avaient un problème de délif. Parce que tout le monde s'abonnait à l'arrache, les gens dedans, pour faire du mass mailing. Et du coup, ben, bien sûr que l'email, il a mauvaise presse, parce que ça s'appelle du spam, je veux dire. Et c'est pour ça qu'à un moment, Mailchimp intègre le double opt-in. C'était aucune demande légale. C'était parce que chez eux, il n'y avait pas cette notion il fallait avoir un opt-in, un consentement des gens pour envoyer un email. Ça n'existait pas aux États-Unis. Le Juste porte-à-porte, pour ça... revenir sur Ouais, le double opt-in pour les personnes qui connaissent pas forcément, ouais. c'est Donc, en gros, le concept du double opt-in, c'est quand on va s'inscrire, et je vais prendre le truc, à la newsletter de Senpai, par exemple, il vous envoie un petit email en disant: «Ah, merci de vous être inscrit, cliquez sur ce lien pour bien confirmer que c'est vous». C'est juste pour éviter que quelqu'un puisse tout simplement utiliser votre nom, votre prénom, @gmail et vous inscrire quelque part, vu que cet email va rentrer dans votre boîte et vous allez confirmer que c'est bien une action qui a été faite de vous. Mais aujourd'hui, ils ont dû créer cette méthodologie de validation parce qu'il y avait de l'abus de nouveau, je vais dire, parce qu'on ne protégeait pas le consommateur. non, mais Et très clair. l'Europe a décidé de protéger le consommateur. Et justement, par rapport à ton regard européen, parce que la solution est un peu partout en Europe aujourd'hui, est-ce qu'il y a Ouais. des pays qui ressortent par rapport à ce sujet-là? On entend souvent dans les écrits que les Allemands sont assez en avance là-dessus, qui étaient notamment assez moteurs sur le RGPD. Est-ce que toi, tu le vois aussi d'un point de Ouais. vue concret sur l'utilisation de la Oui, plateforme? oui, je peux te jurer que faire du business avec l'Allemagne, c'est très compliqué. C'est probablement le marché le plus sensible sur ce sujet. Alors, pour deux choses, c'est que déjà, eux, le double opt-in, c'est dans la loi chez eux. Donc, tu ne feras pas d'email marketing si tu n'as pas su prouver un double opt-in. Donc, eux, ils ont vraiment été à intégrer le concept vraiment au niveau législatif et même très profondément. Je vais dire, je pense que l'Allemagne a cette faculté aussi d'avoir un marché qui peut s'autosuffire, un peu comme vous en France, hein. Je veux dire, au final, tu peux te poser la question, est-ce que quand tu es une startup, tu as besoin de quitter la France? Il y a assez de marché. À contrario de la Belgique, c'est 11 millions d'habitants qui parlent deux langues principalement. Pour reprendre, c'est le bazar de faire du business en Belgique, hein. Je veux dire, c'est C'est plus compliqué. compliqué. Il y a pas de masse critique. Mais du coup, oui, les Allemands sont clairement les gros défenseurs de la protection de la donnée, peut-être même de la protection de l'allemand, avant même la protection européenne. Après, je pense qu'en France, vous n'êtes pas en rade non plus, avec des organismes comme la CNIL Tout à fait. qui se positionne quand même très bien, qui fait, je trouve, un bon job d'éducation de marché aussi, hein. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, la réaction première, c'était ça nous ennuie tous de le faire. Et après, quand tu commences à réfléchir, tu te dis, mais non, c'est une opportunité qu'on a reçue aujourd'hui. Et dès que tu changes ton mindset par rapport à te dire, c'est pas une contrainte, mais une opportunité, il y a plein de choses qui sortent de la RGPD qui sont géniales. Moi, j'ai pu
cleaner ma boîte mail à l'extrême quand la RGPD elle est sortie. Je me suis rendu compte que mes données avaient été distribuées, mais à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres sociétés sans même que j'étais au courant de ça, quoi, tu vois, je veux dire. Donc non, moi je pense qu'aujourd'hui c'est une très bonne chose. Il faut continuer à encourager les sociétés à mettre des processus clairs sur pourquoi je collecte cette donnée, qu'est-ce que je vais faire de cette donnée. Enfin, toi, en plus, qui a cette expertise d'implémentation chez les clients, je présume que quand tu réfléchis à un modèle de données, tu te disais toujours, mais pourquoi tu veux la date de naissance? Pourquoi est-ce que tu veux le ticket de caisse, Pourquoi tu vois? faire? Tout à fait. Pourquoi faire? Et au final, la RGPD, ça fait que ça, hein. Ça a juste mis un cadre légal autour de ça. Très clair. Merci pour cette précision et ton regard, en tout cas très intéressant. Et justement, moi, j'avais envie je vais jumper d'un autre sujet à un autre, même s'il est passionnant, ce sujet de la donnée, mais on pourra en parler des heures, hein, Jonathan. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et justement, tu vois, cette crise là qu'on traverse là depuis un peu plus d'un an, presque un an et demi maintenant. Bah, on va fêter l'anniversaire de confinement en France là bientôt. Ouais, nous Et aussi. bah voilà, justement, tu vois, par rapport aux clients d'Actito, quel effet ça a eu concrètement sur leur business? Est-ce que justement, ils en ont profité pour se développer, pour optimiser un petit peu l'existant, réutiliser l'outil correctement, en tout cas optimiser l'utilisation de l'outil plutôt? Comment ça s'est passé, tu vois? Alors, on a pas mal écrit sur ça et de nouveau chapeau à l'équipe marketing chez moi qui a produit pas mal de guides et tout ça. D'abord, je vais dire, ça va dépendre des secteurs. C'est sûr que des secteurs comme le tourisme, par exemple, enfin, je vais dire, eux, ils se sont pris la grosse claque. Je vais dire, parce qu'ils avaient, même s'ils voulaient faire du contenu, c'était très, très, très compliqué. Après, je pense qu'il y a d'autres secteurs où c'est plutôt été une aubaine. Je pense aux médias, par exemple, eux se sont clairement développés. Après, pour revenir à ta question que je trouvais la plus intéressante, c'est qu'est-ce que les gens ont fait avec l'outil? On parlait de marketing automation hein, dans la catégorie. Du coup, tu t'imagines le nombre de processus qui sont automatisés et qui ne peuvent pas tenir compte d'un élément comme le Covid. Donc la première chose que les clients ils ont fait, c'est plonger dans la plateforme et mettre tout en pause. Tu vois, t'as pas envie de souhaiter, je sais pas, un bon anniversaire ou viens dépenser les points de ta carte de fidélité alors que le magasin est fermé. Donc la première réaction des gens, ça a été où sont mes automations, qu'est-ce qui tourne, qu'est-ce que je bloque. Et du coup, les CSM ont beaucoup travaillé avec nos clients là-dessus, à bien identifier tout ce qui était automatique aujourd'hui dans les licences. Et puis, on a eu des clients qui sont devenus super smart, où ils ont compris que il fallait pas, tout le monde envoyait, ne vous inquiétez pas, même si le Covid est là, notre business tourne toujours. Eh ben, nous, on a des marques qui ont été beaucoup plus malins. Ils ont commencé à créer des guides, à créer des contests Instagram, à mettre en avant des personnes internes de leur société qu'ils n'avaient jamais présenté à leur audience, à repenser un programme de welcome une fois que le confinement serait fini, à revoir une segmentation qu'ils n'avaient jamais fait. Donc ça, on a vraiment, les gens avaient du temps de nouveau. Ça paraît con, hein, ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que vu qu'il n'y avait pas la pression du chiffre de il faut vendre autant de blues, il faut vendre autant d'hamburgers, les gens qui pouvaient encore être en activité ont pris du temps à revoir les basiques, à remettre en place une fondation saine que quand on sortira du Covid ou quand on sortait du Covid, ils seraient prêts. C'est vraiment ça la tendance que moi j'ai vue. Très clair. Vachement intéressant en tout cas, hein. Et au travers du podcast qu'on a fait avec notamment Michael de Jennifer, on entend aussi que ça a été une source à la fois de trafic mais de chiffre d'affaires pour un peu sauver les meubles, hein, permets-moi l'expression. Non, Mais en non, tout cas, ça a c'était ça. été justement un canal digital qui a permis de sauver un petit peu le chiffre d'affaires qui, du jour au lendemain, a été coupé parce que les magasins n'étaient pas ouverts, parce que ceci, parce que cela. Un e-commerce, après, je connais moins les chiffres en France, mais en Belgique, on dit toujours qu'un e-commerce doit être l'équivalent, tu vois, d'un D'un magasin, magasin. du top 3 du magasin, quoi, du top 3 des meilleurs points de vente, quoi, tu vois. Ben là, c'est sûr que ça a explosé, je veux dire, sur ces briques-là. Mais nous, par exemple, chez nous, il n'y a personne qui a dû être mis en chômage économique ou qui ne devait pas travailler parce que la demande était vraiment là, encore plus qu'avant, d'accompagner les clients. Et puis, les boss ont dit aussi, les gars, il y a des secteurs là qui sont à l'agonie dans nos clients, aidez-les. De plans de paiement à accompagnement de mise en place pour faire des campagnes.
on avait quasi au niveau de la direction une carte blanche pour aider nos 450 clients à passer au-dessus de la vague, quoi. Ouais. Justement, j'allais te demander en interne comment vous aviez géré. Donc, ça a Full été, resource. ouais, un vrai moment du coup de, de, de productivité à ce moment-là parce que vous étiez positionné sur des sujets importants, notamment pour adapter un peu le team. C'était une mission. Je pense qu'on avait vraiment. Après, peut-être que mes boss diront que j'ai tort, hein, mais je vais dire, tu sais, ils sont toujours. Aujourd'hui, il n'y a pas d'actionnaire externe hormis eux, tu vois. Donc, c'est encore les fondateurs de 2001 qui ont les rênes de cette société. Et quand tu reçois le message de les gars, il faut vous aider nos clients, je trouvais ça génial. Je trouvais ça super fort. Moi, je suis fier de travailler pour une boîte qui s'est dit on gagnera peut-être pas d'argent, mais on a envie d'aider, quoi. Je trouvais ça vraiment un beau message, quoi. Et, ben, et du coup, je t'ai pas posé la question au tout début, mais vous êtes combien chez Actito? 130, 140, je te dirais, quelque chose comme ça. Avec, on engage encore là dernièrement aussi, donc oui, on doit être tourné autour des 130, 140 personnes, je te dirais. D'accord. Et qu'est-ce que vous recherchez comme profil? Comme ça, on passe le message aussi à la communauté s'ils Alors, nous on écoutent. est beaucoup sur les profils PM, donc les project managers, les gens qui peuvent faire, si je résume, la transposition d'un projet digital, tu vois, et de le connecter avec le projet business, tu vois, qui comprennent. En gros, on a besoin de t'engager toi, quoi. Non, mais donc, tu vois, les gens quand tu parles d'API, ils sont pas occupés de s'en courir, ils comprennent ce que c'est, qui comprennent c'est quoi construire un modèle de données autour d'un consommateur par itération, qui comprennent comment implémenter un programme de rétention. Encore une fois, dans les concepts qui soient métiers ou techniques, c'est ce qu'on appelle, nous, on a des project managers techniques et des project managers business qui travaillent toujours en binôme. Donc ça, c'est vraiment deux grosses demandes aujourd'hui parce qu'on forme encore peu de gens à ça, je pense, en sortie de l'école. Donc ça, c'est vraiment le gros axe sur quoi on engage. On cherche un DevOps aussi. Donc ça, c'est Plutôt technique, du coup. ouais, plutôt technique. C'est qu'il faut savoir qu'Actito a fait le choix d'avoir ses propres infrastructures. Entre autres par rapport à la RGPD, nous on voulait pas aller mettre nos données sur un Amazon ou autre. Du coup, on est chez Equinix à Paris, on est chez Colt à Bruxelles, tu vois, donc on est D'accord. sur nos propres data centers et du coup, pour ceux qui connaissent un peu la technique, gérer le nombre de machines virtuelles pour les clients qu'on a, il faut les avoir bien accrochés. Complètement. Pour assurer notamment l'envoi de masques quand vous envoyez 3000 campagnes à la seconde. Exactement, exactement, c'est ça. Quand la période des soldes est là et que tout le monde a décidé que l'email devait arriver à 7 heures du matin dans la boîte mail de 30 millions de consommateurs français, c'est un challenge. Et bah, ça fera le sujet d'un podcast. Je pense que ça peut être intéressant de creuser ce sujet-là parce que là, on arrive un petit peu à la fin de Bien ce sûr. premier podcast. En tout cas, on aura l'occasion de te ressolliciter, Jonathan. C'est intéressant. C'est très intéressant d'avoir la vision de quelqu'un du métier. T'en as quand même vu passer des périodes et on sent que de toute façon, il y a encore beaucoup de choses que tu pourrais nous raconter. Mais voilà, toute bonne chose a une fin. Mais peut-être Tout à fait. pour conclure, on a parlé de la Dream Map. Et plus concrètement, qu'est-ce que vous avez pour cette année ou les années futures dans la roadmap en termes de produits, fonctionnalités ou même événements, tu sais Ouais. est-ce que tu peux nous partager un petit peu ça? Bah écoute, l'objectif, c'est vraiment de devenir le leader de cette catégorie alors de l'activation marketing sur le marché européen principalement. On pense qu'aujourd'hui, on a une vraie carte à jouer là-dessus et du coup, on va continuer nos extensions. Comme je disais, hein, on a ouvert l'Espagne et l'Angleterre il y a 1 an et demi. Je veux dire, il y a des Nordiques, il y a des pays que tu as mentionnés qui sont dans le radar encore pour cette année. Donc là, à mon avis, stay tuned, comme on dit en anglais. On veut vraiment être porteur du message que le best of breed, ça existe. Donc, construire un écosystème de partenaires qui va de métier à technologique et en étant un ambassadeur de ça au niveau là, du coup, mondial. Et c'est ce qu'on avait fait à travers un event qu'on appelait le BOD, là, le Best of Activation Day. Et on va remettre le couvert cette année là-dessus parce que j'ai vraiment envie qu'on continue à marteler. Actito fait quelque chose de bien, mais d'autres technologies avec Actito, c'est encore mieux. Et 1 plus 1 égale 3, comme dirait mon ami Jean-Claude Van Damme, je vais dire. Et pour accompagner toute cette vision, le mois prochain, on pourra annoncer l'arrivée d'un VP Sales au niveau groupe Actito qui a, lui, sur le coup, si tu dis que moi j'ai de la bouteille, alors lui, il a un casier de bouteilles. Tu vois, donc Une cave. ouais, il a une cave, voilà, c'est encore mieux, il a une cave. Très bonne image. Il a une cave, donc ça, on pourra l'annoncer, à mon avis, début avril. Et je pense que ça va encore aider Actito à continuer sur ce cheminement de croissance. Et puis,
continuons à challenger en tout cas tout ce marché et à donner un maximum. C'est vraiment l'objectif en tout cas de mon équipe, c'est de donner. Eh ben écoute, on fera le plaisir de relayer l'ensemble de ces informations sur Senpai, en tout cas sur tous les réseaux. Et merci en tout cas, Jonathan, pour ton temps sur le micro du podcast, pour prendre le temps à la communauté d'expliquer un peu ton métier, ton quotidien, votre vision aussi. C'était très intéressant d'avoir la vision Actito et aussi sur des sujets un petit peu globaux, très buzzword, mais qui derrière, c'est du concret quand même. Donc merci encore et peut-être pour finir, comment est-ce qu'on peut te contacter? Est-ce que tu es joignable toi, sur les réseaux, sur le site ou... Alors, LinkedIn est mon meilleur ami pour networker et engager des conversations. C'est comme ça d'ailleurs que toi et moi, on a fait notre première accroche. Donc, clairement, je pense que David mettra mon lien. N'hésitez pas. Si vous mettez Senpai directement dans le message, je connecterai plus vite et que sinon, j'essaye d'être réactif. Mais là, je serai plus réactif. Ravi de continuer à échanger sur les challenges, des conversations, des bêtises que j'aurais pu dire et où vous n'êtes pas d'accord et où il faut continuer à converser avec grand plaisir aussi. Et puis un énorme merci à toi, David. Je trouve que c'était vraiment un très chouette moment. 3e fois, je crois que je fais ça de ma vie et c'est vraiment gai de pouvoir partager. J'espère que l'audience pourra en sortir quelque chose en tout cas. Merci encore à toi. Très bonne continuation à toi et à Actito. En tout cas, on suivra de près toutes ces actualités. Merci beaucoup et à bientôt, David. Au revoir, Jonathan. Bye bye. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple. Partagez ou tout simplement parler du podcast autour de vous. Cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse, www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.